Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre chaîne IASD Hebdo. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de vous présenter notre invité du jour, Myriam Tekat, qui est une enseignante chercheuse universitaire au Centre for Conflict Studies de l'Université de Marburg. Elle s'intéresse à la dynamique quotidienne des conflits sociaux dans des contextes de polarisation sociale, en particulier les conflits de sécession. Bonjour Myriam. Bonjour Suleiman, merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir. Alors merci Myriam, nous allons vous laisser le soin d'abord de nous faire une brève présentation de qui est Myriam et de votre parcours. Parfait, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Myriam Tekat, je suis allemande et je suis enseignante-chercheuse ou voilà, collaboratrice scientifique, on pourrait dire ça aussi, dans une université allemande, dans le centre de recherche sur les conflits, comme tu as bien dit. Et je fais en même temps mon doctorat. Et voilà, mon doctorat m'a amené ici à Ziguinchor. Ça fait 1 an et demi déjà, à peu près, que je suis arrivée ici pour la première fois. Et je fais les recherches justement dans des sociétés qui sont polarisées par un conflit sécessionniste comme ici en Casamance. Et voilà, cet intérêt de recherche m'a poussé à travailler davantage sur l'université, sur l'UASZ, et comprendre l'université comme un petit monde spécifique au sein de la Casamance, mais aussi après de travailler au fur et à mesure plus les autres universités sénégalaises pour comprendre un peu les dynamiques de politisation au sein des universités sénégalaises, aussi par rapport à la question de la territorialisation, donc aux identités territoriales. Ok, merci Myriam, belle présentation et très intéressante d'ailleurs. Alors Myriam, vous avez tantôt parlé de conflits et certainement vous êtes spécialiste en ce domaine. Est-ce que sociologiquement parlant, vous pouvez nous définir le terme du conflit? Parce que je sais pertinemment que le conflit, tel qu'il est défini, ça diffère d'une discipline à une autre. Ce que les sociologues définissent comme étant un conflit, c'est tout à fait différent avec peut-être les historiens ou bien les géopolitologues. Est-ce qu'on peut avoir une définition sociologique du terme conflit? Bien sûr, ça me ferait un grand plaisir. Alors, le conflit social pour les sociologues, d'abord, ça nécessite 2 acteurs, au moins. C'est une différence envers la psychologie, par exemple, tu vois, qui s'occupe aussi des conflits individuels, intrapersonnels, qu'on peut avoir en soi-même avec ses propres valeurs peut-être. Mais le conflit social, c'est un fait social qui est établi par l'interaction de 2 acteurs. 2 acteurs, ça peut être 2 individus ou aussi des groupes, ça peut être des États. Donc ça, même à l'échelle internationale, ça fonctionne, genre on peut considérer les États comme des acteurs. Donc voilà, il faut les acteurs sociaux qui se interagissent en ayant une certaine différence de position. Et différence de position, c'est vraiment dans le sens large. Ça veut dire, ça peut être une différence de position dans leur positionnement social. Donc, une personne peut être très riche, d'autres personnes peuvent être très pauvres. C'est une différence dans leur positionnement social. Donc voilà, ça peut créer des tensions, des conflits, ou vraiment les différences genre envers certains sujets. Par exemple, toi tu ne veux pas te faire vacciner contre le Covid et moi je veux me faire vacciner. Tu vois, les différences de position, ça veut dire les différences aussi envers les différentes positions envers certains sujets, envers certaines valeurs, envers certains objets peut-être aussi. Donc c'est un peu ce contexte-là, les différences de position, des différences d'intérêts qui ne sont pas compatibles. Ça va créer un conflit. Donc ça c'est la base d'un conflit social. Mais ce qui est toujours important pour vraiment avoir un conflit social, c'est il faut avoir 2 personnes, les différences de position, mais aussi ces différences doivent être remarquées par les acteurs et ces différences doivent d'une certaine façon guider leurs actes. Donc ils doivent réagir et agir envers ces différences. Ça, c'est la définition, ou ça, ce sont les conditions, je dirais plutôt, pour avoir un conflit social. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme
c'est-à-dire les différentes formes de conflits. D'habitude, on parle de conflits latents, de conflits ouverts. Quelles sont les différentes formes de conflits que l'on peut avoir dans l'aspect sociologique de cette notion? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, les conflits, tu vois, c'est un champ assez large et chaque personne a un certain savoir quotidien sur ce qui est un conflit, quoi, parce que chaque personne a déjà été dans des situations conflictuelles. Ouais. Mais voilà, scientifiquement, on distingue où il y a plusieurs niveaux d'analyse envers les conflits. Et par exemple, on peut analyser les origines de conflits. Quelles sont les origines de conflits? Qu'est-ce qui a créé le conflit au départ? Après, les dynamiques de conflit, ça fait toujours qu'après, ça devient un peu le bordel, quoi. Après, on ne sait souvent plus ce qui a causé le conflit, quoi. Mais voilà, on peut analyser les raisons, les origines du conflit. On peut analyser les acteurs, la constellation des acteurs envers les autres, parmi eux, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce que c'est une constellation asymétrique? Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que les acteurs se démontrent de façon antagoniste? Donc, ça veut dire pas très coopérative ou non antagoniste. Donc, est-ce qu'ils coopèrent quand même un peu, mais les différents intérêts sont toujours présents? On peut distinguer, comme tu as bien dit, les conflits manifestes, ou toi tu as dit ouverts, je crois. Hein? Ouais. Moi, je dis, en allemand, on dit manifeste et latent. Donc, est-ce qu'on voit vraiment, est-ce qu'on remarque vraiment le conflit, ou est-ce que ce sont plutôt les tensions qui sont liées à ces différences, positions? Voilà, il y a plusieurs niveaux différents sur lesquels on peut analyser les conflits ou différencier les conflits plutôt. Aussi, il y a une différence par exemple entre les conflits qui sont capables d'être résolus de façon gagnant-gagnante ou perdant-perdante versus les conflits qui sont seulement capables d'être résolus de façon gagnant-perdante, quoi. Donc, que seulement une partie peut gagner parce que par exemple c'est un conflit autour d'un terrain spécifique, quoi, et on ne peut pas diviser le terrain. Ouais. Donc seulement une partie peut gagner le terrain et l'autre doit nécessairement perdre. Donc il y a des différenciations aussi auprès du sujet du conflit, en fait. Par rapport à ça, on peut aussi parler des différents conflits, ou des différences entre les conflits qui sont les conflits d'identité, de valeur, des conflits de pouvoir, des conflits d'intérêt, des conflits de distribution des ressources. Donc, tu vois, tous les différents sujets qui sont au centre du conflit, on peut aussi différencier les conflits par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est assez vaste. C'est assez vaste, ça se voit. Mais est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, est-ce que à travers des conflits, il peut y avoir des avantages? Oui. Ah oui. Ça, c'est la base des sciences de la paix et du conflit, je dirais. Okay. Parce que dans le savoir quotidien, on a tendance à dire non mais les conflits c'est négatif, quoi. Ouais. C'est pas bon, quoi. Ah, je vais pas bien parce que moi j'ai un grand conflit. Donc voilà, c'est quelque chose de négatif. On veut pas avoir des conflits, quoi. On veut être en paix, n'est-ce pas? Et du côté scientifique, nous travaillons aussi pour concrétiser ou pour sensibiliser un peu au fait que les conflits, à la base, ne sont pas négatifs. Okay. C'est la façon dont nous, on gère les conflits qui peut être négative, comme la violence, les guerres, etc. Ça, ce sont des façons extrêmement négatives, mais même horribles, tu vois, à gérer les conflits. Mais il y a aussi des façons constructives pour gérer les conflits, qui peuvent même après avoir un effet transformateur ouais. Envers la société, l'État, la politique, tu vois, qui peuvent vraiment amener des changements énormes. Je te donne un exemple assez facile, quoi. Sans l'engagement des générations de femmes avant moi, sans leur lutte politique, sans leur courage d'aller en conflit avec les normes de société, avec les normes politiques, que les femmes soient une partie égale de la société. Moi, je ne pourrais jamais travailler pour une université aujourd'hui. Hein. Moi, je n'aurais jamais pu être à la place où je suis aujourd'hui sans les conflits qui ont mené les générations de femmes avant moi. Donc, leur conflit a eu un effet énormément positif pour moi, ouais. Ou pour la société en général, je dirais. Ouais. Surtout avec l'intégration des femmes
plusieurs secteurs. Alors, si on parle de manière générale, on vient de le faire, comme vous venez de le dire, la définition du terme conflit, ainsi que les différentes formes de conflit qu'on peut avoir. Aujourd'hui, récemment, avec la semaine mondiale de la paix, à l'occasion voilà, d'un événement que le Sénégal a pu peut-être faire, surtout avec le conflit casamançais, qui a su, dans cet espace de la Casamance, ils ont eu à réunir plus de 200 jeunes et les former dans la communication non violente. Aujourd'hui, quel est le véritable rôle des femmes, voilà, et des jeunes? C'est vraiment un rôle clé, je dirais. Hein. D'abord parce que les femmes et les jeunes souvent ont une position assez vulnérable dans les conflits violents, ou dans les conflits qui sont gérés de façon violente. Donc voilà, c'est assez important que eux aussi, vu qu'ils ont cette position plus vulnérable peut-être, qu'ils sont impliqués dans les processus de la paix, parce que ça concerne énormément leur bien-être, leur vie, leur sécurité. Donc, comment tu peux faire la paix seulement avec les parties combattantes et exclure, par exemple, la population, voilà, la couche vulnérable, la population qui est là. Ce n'est pas logique à la base, parce que eux, ils ont aussi été affectés par ça. Donc, il faut les inclure quand même. La paix, c'est un processus, c'est pas juste avoir signé un contrat, quoi. C'est un processus de société. Donc, les femmes, les jeunes sont des parties intégrales de la société, énormément importantes même. Donc, on peut pas oser de les exclure. Aussi, les études scientifiques ont démontré que les accords de la paix, ou plutôt les processus de la paix, dans lesquels les femmes et les jeunes sont bien impliqués, sont plus durables, sont plus stables, quoi. Donc, il y a, ce sont des études comparatives assez larges, hein, donc les processus sont toujours très différents au niveau des détails, mais quand même, on peut dire que la probabilité d'avoir une paix stable, d'avoir vraiment un processus de paix qui est là pour l'avenir et qui mène à un avenir vraiment paisible et stable, les femmes et les jeunes sont très importants. Et je crois que aussi le processus ici en Casamance a très bien démontré ça, et c'est vraiment un cas exemplaire d'une certaine façon, mais aussi il faut toujours continuer, parce que la volonté politique, ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Il faut des fois quand même lutter pour que cet intérêt reste auprès des autorités, que les femmes, les jeunes soient intégrés. Surtout ici parce que les jeunes, ou une certaine sensibilisation auprès des jeunes, c'est énormément important pour créer des élites, des futures élites qui sont bien sensibles à ce sujet-là, qui sont bien sensibles aux défis du conflit, mais aussi aux défis d'un processus de la paix. Et ça, c'est énormément important. C'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez la méthode inclusive, faire participer aux gens, qu'il y ait cette méthode participative. Exactement. Voilà, à la limite qu'on parle de méthode inclusive. Alors, chers téléspectateurs, ceci va marquer notre pause pour cette émission. Donc, je suis de l'université. Je suis Honoré Justin Bokwa, je suis de l'université. Donc nous sommes une communauté, le groupement biblique universitaire, nous sommes des chrétiens évangéliques et notre mission consiste à étudier la Bible et à mettre en pratique dans nos vies personnelles ces textes que nous étudions, c'est-à-dire c'est des textes qui sont bibliques, qui sont inspirés. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus. Nous sommes venus de Dakar, de Saint-Louis, de toutes les régions du Sénégal. Et en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves, mais les étudiants et les élèves chrétiens évangéliques. Et notre but principal, c'est quoi? C'est être transformé à la lumière de ce que dit la Bible pour impacter les gens et mener une vie vraiment correcte citoyenne au sein de ce pays pour la gloire de Dieu et aussi pour le bien du Sénégal. Donc nous sommes au Sénégal depuis 1960. Donc nous œuvrons, mais ce n'est pas seulement dans le Sénégal, mais plutôt dans l'Afrique francophone et aussi dans l'Afrique anglophone. Donc nous sommes là depuis une semaine, depuis le jeudi passé. Et nous sommes venus ici pour visiter l'université, puisque nous œuvrons dans les universités, dans les collèges et dans les lycées. Donc nous sommes là pour visiter l'université de Ziguinchor, pour en savoir plus encore et motiver encore nos frères et sœurs qui sont actuellement avec nous. Allez, allez-y, c'est là où on dépose les manifestations. Voilà. Enfin, ça vient. Allez, en avant. Allez, allez. Ouais. Quand tu
Alors, merci, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours dans votre chaîne UAZD Hebdo. Nous sommes avec Myriam. Vous avez effectué quelques études dans les chaires universitaires, notamment celle du CAD. Aujourd'hui, il y a un climat de tension qui souffle de jour en jour au niveau du campus social. D'ailleurs, rapport entre étudiants et étudiants, voire entre étudiants et professeurs. Quelle étude avez-vous faite par rapport à cette situation? Donc, je crois qu'il faut distinguer deux niveaux de conflits au sein des campus universitaires. Et là, je parle d'abord de tous les campus, pas seulement uniquement l'UQAD, mais l'UGB, l'UASZ, l'UQAD, c'est un peu pareil, quoi. Bon, il a des différences énormes, mais quand même, il y a certains traits pareils. C'est les conflits dans la vie quotidienne des étudiants. Ce qui n'est bien sûr pas évitable, parce que on s'imagine, voilà, l'université, les étudiants arrivent, ils habitent ici, très proches l'un de l'autre, ils partagent les chambres. Ils habitent ici dans une proximité énorme et dans une diversité énorme. Cela crée bien sûr des conflits, tu vois, des conflits d'intérêt sur, je sais pas, sur le bruit dans les couloirs la nuit, des choses comme ça. Genre comment on peut assurer le bien-être de tous les étudiants en même temps, en vivant ensemble. Dans un petit espace, mais dans une grande diversité, avec une grande diversité des besoins, des modes de vie, etc., très différents aussi. Ces conflits-là sont tout à fait normaux, ça fait partie de la vie sociale. Et elles ne sont pas non plus négatives, mais comme j'ai dit au début, c'est la façon dont nous gérons ces conflits qu'on peut vraiment essayer de mener quelque chose de constructif dans le vivre ensemble des étudiants. Et là, par exemple, je dirais, bon, moi, je connais seulement des rares cas de violence, par exemple, par rapport à ces conflits quotidiens au sein du campus social. Ça, c'est assez rare, je dirais, ou selon mes recherches. Je ne sais pas, peut-être toi, tu as fait d'autres expériences, mais voilà. C'est ça ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans tous les campus. Mais voilà, je crois quand même que la plupart de ces conflits, même si c'est très quotidien, ne sont pas toujours résolus de façon très constructive, mais plutôt par le pouvoir ou voilà, l'autorité, quoi. Que certains étudiants plus autoritaires ont le pouvoir à dire non, mais on fait comme ci et comme ça dans cette chambre, dans ce pavillon. Donc, comme, tu vois, ce n'est pas nécessairement une approche intégrative, mais plutôt autoritative à gérer le conflit. Les outils de la résolution des conflits constructifs existent. Par exemple, tu l'as déjà dit, la communication non violente. Et on pourrait, par exemple, à mon avis, si on parle aussi des façons, comment on peut aborder ces sujets-là, à mon avis, on pourrait même, tu vois, vous faites des semaines d'intégration, non? Pour les nouveaux étudiantes qui arrivent ici. On pourra même faire un petit atelier sur la communication non violente qui pourra peut-être aider à résoudre certains conflits qui vont nécessairement apparaître au cours de la vie universitaire de façon constructive. Par exemple, à travers la communication non violente. C'est ça un exemple. Mais voilà, ça c'est le niveau, je dirais, conflits quotidiens, conflits qui sont vraiment liés au fait de vivre ensemble ici. Dans la cohabitation. Dans la cohabitation normale, voilà. Ça se ferait un peu pareil dans un quartier en ville, quoi, tu vois, mais c'est juste le campus universitaire ici, le lieu de rencontre. Mais selon mes recherches, il y a aussi voilà, des conflits particulièrement liés à la politique universitaire. Et c'est là plutôt que se trouvent aussi des moments de violence, des menaces, voilà, vraiment des façons de gérer des conflits très négatives. Ce qui est un sujet assez pertinent à moi. Et donc, alors, et au-delà de ce côté de l'obligation des autorités à s'occuper du bien-être des étudiants, au-delà de ce côté peut-être administratif structurel, bien sûr, on peut aussi travailler sur les capacités des étudiants et étudiantes, des délégués surtout aussi, à résoudre les conflits, les tensions qu'il y a nécessairement dans la politique universitaire de façon constructive, pour qu'ils ne recourent pas à la violence.
Donc, excuse le fait de vous interrompre, mais est-ce que là, vous ne proposez, en fait, j'entends par là de peut-être former les délégués avant qu'ils soient des représentants d'étudiants sur peut-être certaines formations comme celle que vous venez tantôt d'énumérer, la communication non violente. Par exemple, voilà, par exemple. Et ça peut être, je sais pas, au début de leur mandat, ou voilà, aussi tu vas au fur et à mesure. En fait, c'est à la base, à mon avis, ce sont les compétences clés pour tous les étudiants et étudiantes. Mais voilà, les délégués ont peut-être une certaine position parmi les étudiants, ils ont une certaine responsabilité peut-être aussi à être des étudiants modèles, n'est-ce pas? Surtout c'est ça ce que tous les délégués me disent toujours. Donc aussi, pourquoi ne pas être un modèle auprès de la résolution constructive des conflits? Donc voilà, ça sera un propos que j'ai, quoi, de travailler aussi sur les compétences ou sur les idées, les compétences, mais aussi peut-être les ressources d'action. Donc le savoir social d'agir et de réagir de façon paisible dans certaines situations. Donc là, ça pourrait être pertinent. Et donc je crois que c'est toujours, il faut toujours les deux côtés, quoi. Parce qu'on peut travailler sur les compétences individuelles des délégués, bien sûr. Ça pourra être bien pour eux-mêmes, pour leur développement personnel aussi, par exemple. Mais en même temps, si au niveau structurel, il n'y a rien qui s'améliore, bon, on travaille un peu dans le vide, n'est-ce pas? Donc il faut aussi toujours voir, ça ne peut pas être seulement la responsabilité des délégués de s'occuper du bien-être des étudiants, quoi, et voilà, intégrer ça dans leur politique d'action. Donc le savoir social d'agir et de réagir de façon paisible dans certaines situations. Donc là, ça pourrait être pertinent. Et donc je crois que c'est toujours, il faut toujours les deux côtés, quoi. Parce qu'on peut travailler sur les compétences individuelles des délégués, bien sûr. Ça pourra être bien pour eux-mêmes, pour leur développement personnel aussi, par exemple. Mais en même temps, si au niveau structurel, il n'y a rien qui s'améliore, bon, on travaille un peu dans le vide, n'est-ce pas? Donc il faut aussi toujours voir, ça ne peut pas être seulement la responsabilité des délégués de s'occuper du bien-être des étudiants, quoi, et voilà, intégrer ça dans leur politique. Ça doit aussi d'abord être l'intérêt des autorités, et les délégués sont comme un pouvoir correctif qui doivent corriger un peu par ici, par là, ce qui ne va pas bien dans la gestion universitaire, non? Mais qui devait peut-être démontrer les difficultés des étudiants et étudiantes au sein de l'université. Mais on ne peut pas laisser toute la responsabilité auprès d'eux. Eux, ils sont responsables de leurs actes. Eux, ils sont responsables quand ils agissent de façon violente, par exemple. Mais en même temps, le niveau structurel, ça doit être abordé certainement. Genre, le bien-être des étudiants doit être dans la vision des autorités pour l'université. Comme ça aussi, la politique universitaire pourra devenir, à mon avis, moins violente, moins conflictuelle, quoi. Ok, c'est quand même intéressant le fait de traiter cet aspect de conflit au niveau des universités. Mais Myriam, vous avez eu à effectuer quelques voyages au niveau de certaines universités comme UCAD, Gaston Berger, UASD, comme on l'a dit tantôt. Alors, quelle appréciation fait-vous, c'est-à-dire à la sociabilité des étudiants, comme on le dit, puisque c'est le Sénégal en miniature, et il y a le teranga sénégalais qui se voit au niveau des campus sociaux. C'est vraiment quelque chose quand même de positif. Exactement. Et comment est-ce que quel est votre constat par rapport à ça? Moi, j'ai toujours été frappée dans mes recherches par l'ampleur de la solidarité, de l'entraide, de la coopération. C'est tellement énorme à quel point les étudiants et étudiantes sont solidaires avec les autres. Et je trouve ça tellement intéressant, surtout au niveau de la résolution des conflits. Parce que
les conflits existent, ils sont là, des différents côtés. Mais les étudiants et étudiantes dans les universités sénégalaises, et là j'ai des exemples pareils dans toutes les universités, ils réussissent à traverser leurs différences, leurs conflits, les différences de position dont on a parlé au début, n'est-ce pas, par la solidarité. Donc, et en fait, il peut y avoir une coexistence d'une relation conflictuelle et une relation solidaire en même temps. Donc, moi et toi, on a un petit souci, on a un petit conflit, on a des différences de position. Mais en même temps, toi, tu es extrêmement solidaire avec moi parce que tu viens juste de partager tes tickets avec moi. Okay. Donc, ça m'a toujours énormément frappé, parce que on pourrait quand même dire que c'est ambivalent d'un côté, que ça coexiste comme ça. Mais en même temps, moi, je le verrais plutôt comme une ressource énorme, comme une richesse énorme de la vie sociale, de la vie sociale à l'université, de la vie, du bien vivre ensemble des étudiants et étudiantes ici. C'est intéressant, Myriam. Avant de clôturer cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, surtout par rapport à ce que vous avez eu à faire depuis que vous êtes là? Un dernier mot, oui, bien sûr. Le message qui m'est toujours très, très cher, quoi, que j'aimerais vraiment transporter, c'est la réflexion que les conflits ne sont pas négatifs, mais peuvent être constructifs, positifs même, peuvent transformer des structures, voilà, pour les préparer à un avenir paisible, quoi, tu vois. Donc les conflits, ça peuvent avoir des effets énormément positifs. Et ça, c'est un peu, quand on a cette réflexion en tête, je crois qu'on aborde les conflits avec une autre position, quoi, avec un autre sentiment. On n'a peut-être pas peur nécessairement de la résolution des conflits, parce que si on a les bonnes techniques, les idées, le savoir-faire, ça peut vraiment être très 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 bien. Ça peut bien fonctionner, quoi. Ça peut être constructif et vraiment aider à construire quelque chose. Ouais. Et Myriam, avant de terminer, vous êtes au Sénégal, bien évidemment. Certainement, on sait pertinemment il y a ces langues que peut-être vous devez peut-être être nécessaire dans votre dialogue, votre communication quotidienne. Est-ce que vous parlez le Wolof? Waaw. Loo ñu mën a wax ci Wolof. Dégg nga Wolof. Damay jàng Wolof. Da ngay jàng Wolof. Voilà. Foo koy jàngee? Waaw, ci Djibelor. sama prof mu ngi nekk ci Djibelor. mu ngi dekk ci Djibelor. Waaw. Voilà, Fatina Boubari, hein? Fatina Boubari déjà. Oh. Fatina Wolof Boubari. Wow. Ça faisait 2 mois que j'étais pas là quand même. C'est intéressant, Myriam. Mais en pratique, et c'était une ressource énorme pour mes recherches, de comprendre au moins un peu de Wolof. Je comprends beaucoup mieux que je suis capable de parler moi-même, en fait. Maintenant, il faut essayer de parler Diola, Socé, Mandeng, autant pour moi, Peul. Bien sûr aussi, voilà. Ouais, merci, c'est ça. Alors je pense que nous allons vous remercier le fait de nous répondre à cette invitation que vous venez de faire dans notre chaîne UASD Hebdo. Merci Myriam. Merci à toi Souleymane. Alors merci chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités.